Et ben voilà, on voulait que ça bouge. Et il y a un accord. Ça y est, il y a un accord. Alors, c'est pas pour Carboni pour l'instant. Il devrait arriver dans les prochains jours. Mais c'est aussi pour un autre joueur. C'est un attaquant, c'est Nketiah. Il y a un accord sur son contrat. Les amis, c'est pas encore avec le club. Mais quand même, ça se rapproche. On va en parler tout de suite. Ou pas tout de suite, plutôt qu'on va parler d'autres dossiers avant. Mais on va en parler quand même d'ici 5 minutes à peu près. Voilà, les amis. Donc, tout d'abord... Petit renforcement de la chaîne. J'espère que vous passez de bons moments avec moi. Mais en tout cas, franchement, ça me fait plaisir de vous lire. Alors, j'ai pas le temps vraiment de vous répondre à tous. Mais j'essaye de prendre mon temps pour vous répondre au moins à une grande partie. Les amis, on y va tout de suite sur l'introduction. Et c'est parti. Le petit bonjour. Hop, hop, hop. Le petit bonjour à JPP. Et on y va. Et on y va sur quoi? On y va sur l'équipe vainqueur à l'entraînement hier. Et on voit qu'il y a un joueur qui s'est bien intégré, c'est Pierre-Emile Højbjerg. Pardon. Voilà, donc on le voit, il est à la deuxième place à côté gauche. Il y a Lirola, il y a Pierre-Emile Højbjerg, j'ai du mal à dire, Højbjerg, plus Leonardo Balerdi, Mumbagna, Blanco et tous les autres que vous voyez à côté. Donc au moins ça montre qu'il s'est bien intégré, il est souriant et il est vainqueur. Voilà, c'est ce qu'on veut. On veut des joueurs qui soient vainqueurs. Alors là c'est l'entraînement, mais on veut aussi qu'ils soient vainqueurs sur les matchs. Et le prochain match, ça sera samedi, on sera ensemble, n'oublions pas. Je ne l'ai pas encore programmé, mais ça devrait pas tarder. Allez, j'enchaîne et on enchaîne sur d'autres nouvelles, mais ce n'est pas une nouvelle importante, même si on a une précision sur le numéro 51 d'Ismaël Koné. Il est arrivé, donc ça y est, vous le voyez à Marseille, il a fait ses photos, donc il a probablement été à l'entraînement aussi, on verra les photos demain peut-être. Moi je ne les ai pas trouvées, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont. Donc Ismaël Koné explique son choix de numéro 51. Alors apparemment c'est le numéro de mon quartier, il nous dit, du côté de la vidéo de présentation à l'OM officiel, au quartier, donc au Canada, pardon, à Montréal. Ça veut dire que tout le monde connaît ce numéro. On m'a dit que beaucoup de gens allaient aimer ce numéro car ça représente quelque chose ici. Donc, tant mieux. Et oui, ça représente le pastis, les amis. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous préférez le pastis ou le Ricard? Allez, certains vont dire Ricard, certains vont dire pastis. C'est vous qui choisissez. Et l'abus d'alcool ou l'alcool est à boire avec modération. Par contre, buvez beaucoup. Buvez beaucoup. Et d'ailleurs, je vais boire un petit peu. Pour vous hydrater cet été, il y a une grosse canicule en ce moment. Il faut boire, faites boire vos enfants, votre famille, vos grands-parents et tout, parce que c'est très important de ne pas se déshydrater. Allez, on enchaîne, et on enchaîne sur un autre joueur qui ne se déshydrate pas en ce moment, c'est Valentin Rongier. Il était dans le mal, il était dans le dur, et là, il voit un petit peu le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel. C'est Valentin Rongier, dont je répète, qui a enfin repris une partie des séances collectives ces derniers jours. On en a parlé la dernière fois, il y a 2-3 jours, je crois. C'était la Provence qui nous disait que, ou la Marseillaise qui nous disait que plutôt que c'était dans la semaine que Valentin Rongier voulait reprendre les séances collectives. Et là, il a repris, donc selon l'équipe. Blessé depuis le 4 novembre contre Lille, on s'en souvient, il devra encore franchir plusieurs obstacles avant son retour à la compétition. Son retour est espéré pour septembre. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date qui sont fixées, donc on ne sait pas si vraiment il va revenir en septembre, voire en octobre, voire en novembre, voire en décembre. C'est juste que on se dit, pourquoi pas, on peut estimer un retour et on espère un retour de Valentin Rongier. Ça fait quand même un moment qu'on ne le voit pas. Et j'espère fortement pour lui quand même, ça fera presque 1 an d'absence. Parce que si on part de novembre à septembre, regardez, ça fait quand même 10 mois. 10 mois d'absence pour Valentin Rongier. Donc il a eu un problème avec sa rotule au genou, je crois, c'était un truc comme ça de base. Ensuite, il s'est fait opérer par un professeur du côté de Lyon. Derrière, quand il est revenu, il n'y a pas vraiment eu d'auscultation, de révision, j'allais dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas retourné voir son chirurgien et c'est ce qui a surpris même Jean-Louis Gasset quand il est arrivé en tant que coach. Il a dit mais pourquoi il n'a pas été revoir un petit peu par rapport à son opération là? Ça va mal en ce moment, il n'est pas revenu depuis février et c'était en février pardon quand il est arrivé Gasset. Et après il a eu un problème de tendon rotulien ici et là. Donc là apparemment ça a posé problème en interne au club. Toutes les blessures, cette blessure-là et les blessures qu'il y a eu au club avec les musculaires ici et là. Et derrière, l'OM a procédé à un audit qu'on va voir juste là. À l'intersaison, donc cet été, les dirigeants ont effectué un audit très sérieux, donc sans concession, du secteur médical après ces derniers mois où les blessures, notamment musculaires, se sont enchaînées et répétées. Et oui, il y a eu beaucoup de blessés l'année dernière, on s'en souvient, on était vraiment à la ramasse pendant un moment avec l'effectif qui était peut-être avec 14 joueurs environ. Et là, il y a eu une réorganisation profonde du secteur médical qui a eu lieu
avec plusieurs kinés qui ont dû quitter leur poste, le club, pardon, et qui ont été remplacés par d'autres kinés. Et il y a même eu un pôle performance, je ne sais plus comment il l'appelle, qui a été mis en place pour, pourquoi pas, améliorer un petit peu les conditions physiques des joueurs. J'espère que ça se passera mieux cette saison. J'espère qu'on n'aura pas autant de blessés que la saison dernière parce que ça a été un gros point noir. Hein. En plus du niveau des joueurs, bien sûr, et des recrues, et les coachs qui sont venus à foison ici et là. Mais on ne va pas revenir sur l'année dernière puisqu'on enchaîne sur le mercato, les amis. On y va? Allez, on enchaîne sur le mercato show. Alors, deux recrues déjà. Vous voyez, il y a déjà des accords. C'est pas Nketiah encore, mais c'est des accords sur des autres joueurs. L'OM vont recruter Robinho Vaz, attaquant né le 17 février 2007. Très jeune. Il n'a que 17 ans. Et Alexandre Isanga, milieu de terrain de 25 janvier 2007, aussi 17 ans. Deux internationaux français en U17. Donc, ils connaissent forcément Sternal, Selami et Bacola. Recrutés au FC Sochaux, ils devraient signer leur premier contrat pro en fin de semaine. Donc bienvenue à toi Robinho. Robinho comme le joueur de foot brésilien, vous en souvenez peut-être. Et Alexandre, dites bienvenue dans les commentaires les amis à ces deux jeunes. Peut-être ça sera des pépites dans le futur. Ou peut-être déjà des pépites et peut-être qu'ils auront du temps de jeu cette saison. 17 ans, il y a beaucoup de joueurs qui commencent en pro en 17 ans. Allez, on enchaîne sur un départ cette fois. Avec Ismaïla Sarr qui vient de signer son contrat. Il a bien signé son contrat en tant que nouveau joueur de Crystal Palace selon Fabrizio Romano. Je lui souhaite bonne continuation à toi Ismaïla si tu regardes ma vidéo. Abonne-toi avant de partir. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et mets la cloche Ismaïla. Donc Ismaïla, bonne continuation à toi. Bonne chance pour le suite de ta carrière. Voilà, j'ai aucune chose d'autre à dire. Et derrière, vous avez les chiffres du montant du transfert que je vous ai rajouté en écriture. Donc, le montant du transfert oscille entre 15 et 16 millions d'euros selon les sources. 400 000 euros par mois de salaire en moins dans la masse salariale pour une économie de salaire qui est quand même assez importante. Pour d'autres recrues, peut-être Nketiah. Et allez, on enchaîne derrière avec Nketiah. Non, d'abord, une mauvaise nouvelle. Allez. Une mauvaise nouvelle suivie par l'OM jusqu'à ce qu'une offre aurait été formulée par le club phocéen. On avait entendu parler d'une offre, je ne sais pas de quelle somme exacte, on parlait de 10 millions, 10 à 13 millions, je ne sais plus. Voilà, la clause libératoire, elle était à 14 millions. Ça m'étonnait qu'on ne soit pas très loin et qu'on ne la fasse pas. Ceci dit, Boca voulait qu'on se paye en une seule fois. C'est peut-être ça le bas qui blesse à l'époque. Et Kiefer Hernandez rejoindra finalement Aubameyang à El Qadsia, le club saoudien. Boca a vendu Eki Junior à Al Qadsia et ne reviendra pas après les Jeux Olympiques. Voilà, selon TIC Sport, je vous ai mis donc le lien pour ceux qui sont sur Twitter, pour si vous ne me croyez pas. Voilà, c'est terminado, cacao. Peut-être que dans l'avenir, on nous prêtera le joueur. Peut-être qu'en lien, il y a un Aubameyang qui est parti de l'Arabie à Al Qadsia et on leur a dit, écoutez, club saoudien Al Qadsia, vous prenez Aubameyang, il n'y a pas de problème. Mais par contre, nous, on a envie d'un joueur et on n'a pas les moyens d'investir directement 14 ou 15 ou je ne sais pas combien de millions d'un coup. Donc, payez-nous le joueur, vous le prenez chez vous pendant quelques temps et on le reprend prêt, pourquoi pas, dans 6 mois. Et peut-être, on peut penser à ça aussi. Bon, bref. Next pour Kiefer Hernandez, dommage, c'était un profil que j'aurais aimé avoir et qu'on manque un petit peu. Hein. Un gaucher au milieu de terrain, techniquement sûr, qui soit un meneur de jeu reculé, on manque un petit peu de ce profil-là. Alors j'espère que ça arrivera dans les prochains jours. Allez, on enchaîne avec une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle pour certains. Il n'y aurait absolument rien entre l'OM et Simon Banza, le Congolais du SC Braga. Voilà, donc pas d'offre, rien du tout. L'OM envisagerait d'entamer des négociations avec Braga, apparemment c'est faux, selon Ambou. Donc on verra bien à l'avenir, dans les prochains jours, prochaines heures, si c'est faux, si c'est pas faux. Mais pour l'instant, on passe sur du concret. Et sur quoi le concret, les amis? C'est plutôt ça. Accord entre l'OM et Edin Nketiah pour un contrat de 5 ans selon David Ornstein. Vous connaissez David Ornstein, c'est presque du niveau de Fabrizio Romano. Certains le mettent au-dessus, certains le mettent en dessous. Voilà, donc moi je ne vais pas dire qui est au-dessus, qui est en dessous. En tout cas, c'est du sérieux. Donc c'est du sérieux. Il travaille du côté de... C'est pas Athletics, The Athletics, c'est un autre média. Bon, en tout cas, on s'en fout. Et voilà, donc il nous a dit que c'est fait pour un contrat de 5 ans entre l'OM et le joueur. Ils sont mis d'accord avec le salaire, les bonus et tout ce que vous voulez, les primes, les ci, les là. Voilà, et on enchaîne derrière maintenant avec le club, parce qu'il y a le club qui compte avant tout aussi pour la somme à investir. Nouvelle offre de l'OM, proche de 20 millions d'euros pour Edin Nketiah. Offre similaire à la précédente pour l'OM, qui avait déjà offert cette offre-là, mais se rapprochant de la formule souhaitée par Arsenal. Donc peut-être que Arsenal réclame une formule spéciale, par exemple 10 millions d'un coup et peut-être 10 millions l'année prochaine, ou en 10 millions deux fois encore après. Peut-être qu'on se rapproche de l'offre qui réclame du côté d'Arsenal.
Arsenal, de ce qu'on entendait dire, il n'y avait pas les 59 millions d'euros, pas les 50 millions d'euros, ça c'était du fake, plus ou moins, mais on parlait d'une somme entre 30 et 35 millions d'euros. Voilà, c'est la somme, je pense, concrète qu'on pouvait entendre pour un joueur quand même, comme ça. Et derrière, l'OM a offert 20 millions d'euros. Mais là, ça se rapprocherait dans la formule que réclame Arsenal. Des pourparlers sont encore en cours entre les deux clubs et ça négocie actuellement, là, à l'heure que je vous parle. Il est qu'à 3h53 du matin. Peut-être que Benassia et Longoria appellent en même temps du côté de l'Angleterre. Voilà, il parle à Arsène Wenger. S'il est encore là-bas, je ne me rappelle plus, mais en tout cas... Non, il est parti, je crois. Mais en tout cas, il parle à quelqu'un de là-bas. Voilà. Allez, on enchaîne et dites-moi si ça vous hype pour la venue de Eddie Nketiah. On s'en rapproche, c'est tout doucement qu'on s'en rapproche. C'est même très rapide d'un coup parce que là, on a un accord avec le joueur déjà pour 5 ans, c'est sûr. Et l'offre qu'on vient d'offrir, selon les médias anglais, donc David Ornstein, c'est un gros journaliste, je vous l'ai dit, et ben ça se rapproche de la formule souhaitée par Arsenal. Donc là, on s'en rapproche, on est tout près du but pour l'attaquant, pour remplacer Aubameyang. Dites-moi si ça vous hype ou pas, les amis. Dites-moi oui, ça me hype, non, ça me hype pas. Je préférais malheureusement Jonathan David, mais il viendra pas parce que Jonathan David, ça réclame peut-être plus de sommes et il y a plus de concurrence dessus. Ou alors un autre attaquant qu'on parlait hier, par exemple Moukoko. Mais peut-être que Moukoko, c'est un soum-soum. N'oublions pas qu'à l'OM, on a des spécialités, des soum-soum. On entend parler d'un joueur comme ça, c'est chaud, 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 artichaut, et d'un coup, bam, un autre qui arrive. On n'a pas entendu parler. Højbjerg, cette année, par exemple, on n'a pas entendu parler. Luis Suarez, il y a quelques années, on n'a pas entendu parler. Voilà, il y a des joueurs comme ça qui arrivent, soum-soum. Alors attention que Moukoko, c'est pas en soum-soum qui arrive. On a entendu parler, mais ça va se taire pendant un moment. Peut-être que Nketiah, ça va pas arriver. Et hop, Moukoko est pris. J'espère en tout cas, si c'est Nketiah, on l'encouragera et on verra un petit peu sur le terrain. Le juge de paix se fera sur le rectangle vert, les amis. Ok? Allez, on enchaîne avec un autre joueur. Et cette fois, ça me plaît, cette piste-là. Franchement, on l'avait tous entendu parler qu'il y avait certaines rumeurs qui couraient à droite à gauche depuis quelques semaines, peut-être même plus d'un mois. Et cette fois, il y a un peu plus de concret. Le PDG, alors je ne me rappelle plus le nom, mais j'ai oublié de le mettre. Le PDG de Sassuolo, donc le président directeur général, voilà, pour la description, nous parle des demandes sur Armand Laurienté. L'Armand Laurienté, vous vous souvenez, il joue à Lorient, il joue du côté de Sassuolo. Sassuolo descend en série B cette saison, donc ils ont besoin peut-être de dégraisser, point de vue masse salariale, point de vue, ils ont besoin d'argent peut-être pour refaire un petit peu un effectif de niveau série B. Et là, il nous dit quoi? Le président, l'OM et Fenerbahçe ont été les premiers à demander. Voilà, ils ont été les premiers à demander, pourquoi pas, hein, ils étaient intéressés par le joueur. L'île est important pour nous, donc le président qui parle du joueur, il est très important pour nous. Sa valeur, parce qu'on lui a demandé, je crois que c'est Mourinho qui lui a demandé, mais c'est pas grave, on va dire que c'est le président qui dit ça. Sa valeur, point d'interrogation, cela pourrait être autour de 15 à 20 millions d'euros ou 20 millions d'euros. Voilà, entre 15 et 20 millions d'euros pour le transfert d'un joueur de Lorienté qui a à peine 25-26 ans. On va voir sa fiche Transfermarkt juste derrière. Moi, franchement, je suis hypé par cette piste-là en ailier gauche. On n'en avait pas jusqu'à présent, mis à part peut-être Adingra ou d'autres qu'on avait entendu, Wang. Mais ce n'était pas vraiment des joueurs vraiment ailier gauche. C'était des joueurs qui étaient polyvalents. C'est-à-dire Wang, c'était plus un attaquant qui peut être plus dans l'axe. À droite, à gauche, il peut jouer, comme Nketiah aussi. Et derrière, on a entendu aussi pour Adingra. Mais Adingra, c'est plus un ailier gauche de base. Donc là, on a vraiment un spécialiste du poste d'ailier gauche. Il est droitier. On va aller voir sa fiche Transfermarkt tout de suite. Allez, on y est. 10 millions de valeur Transfermarkt. Contrat jusqu'en 2027 du côté de Sassuolo. Vous voyez que j'ai mis en jaune deuxième division, où il va en série B. 25 ans exactement, j'avais dit 26-27, 25 ans, ou alors j'ai dit 25, je ne sais plus. Il est en 98, le 4 décembre, 1m71, c'est un petit gabarit mais assez vif sur les premiers mètres. Ailier gauche, 2 sélections avec le U21 français. Voilà, donc il n'y a pas d'extra communautaire en plus. Ça, c'est un avantage par rapport à Wang, si on est toujours intéressé par Wang. Il est droitier, attaquant, ailier gauche. Son meilleur poste, c'est ailier gauche, effectivement. Il peut jouer ailier droit, dépanné à droite aussi, milieu droit. 10 millions de valeur Transfermarkt. Voilà pour sa fiche au complet. On peut regarder que dans sa carrière, il a joué en Serie A, donc 2 saisons pleines, avec 65 matchs, 12 buts, 12 passes D. C'est des stats intéressantes. Tous les 5 matchs, il a des stats. 68 matchs en Ligue 1 pour 10 buts et 8 passes décisives du côté de Lorient. Mais c'était vraiment ses débuts quand il commençait à émerger. Il a fait 0 match en Europa League. Par contre, l'expérience européenne, il n'en a pas beaucoup. Derrière, je vous montre la précision pour la saison dernière. La saison dernière, il a joué 40 matchs en comptant la Serie A, la Coupe d'Italie, pour 5 buts et 6 passes D. C'est honorable pour un ailier, c'est pas exceptionnel, mais il y a des avantages. Avec ce joueur-là, il connaît la Ligue 1, il connaît bien sûr la langue française, donc il y aura une adaptation peut-être plus simple. Et en plus de ça, il a des qualités que certains joueurs qu'on visait
non pas. Par exemple, les coups de pied arrêtés. Moi, ça m'intéresserait d'avoir un joueur qui a une bonne patte droite ou une bonne patte gauche. Et lui, son pied droit, par moment, ça peut faire mouche sur les coups de pied arrêtés. On s'en souvient avec Lorient, il avait mis 2-3 coups francs intéressants, même de loin. Il a une certaine frappe de loin. Il est soudain dans ses frappes. Donc j'aimerais bien voir un joueur comme ça, de cette qualité. N'hésitez pas à me dire si vous êtes hypé ou pas. Et on continue derrière pour voir son salaire. Parce que le salaire aussi, c'est très important. Je regarde vite fait. Allez hop. Vous avez le salaire là, je le remets en couleur, en jaune. 900 000 par an, c'est le dernier salaire connu par Foot Mercato. 75 000 euros par mois, c'est pas excessif, hors prime hein, bien sûr. Ça peut monter jusqu'à 100 000, même 100 000 c'est pas rédhibitoire pour l'OM, c'est rien du tout. 18 000 par semaine et 3 000 par jour. Voilà le salaire d'Armand Lorienté du côté de Sassuolo. J'enchaîne maintenant avec quoi les amis? Vous savez très bien, une comparaison. Une comparaison avec qui? Notre seul ailier vraiment pur, c'est, à gauche je parle, c'est Luis Enrique. Allez on compare, tac. La comparaison entre Luis Enrique et Armand Lorienté, vous la voyez là. Vous avez toutes les descriptions, toutes les datas disponibles. Et à droite, je vous ai mis un petit glossaire. Voilà, c'est-à-dire une définition des datas. Par exemple, touche Z-off, vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, c'est marqué là. Touche Z-off, ballon touché en zone offensive. AMT, balle vivante. Eh bien, c'est AMT, balle vivante. Ça veut dire passe dans le jeu réussi qui mène à une tentative de tir. C'est la dernière passe, si vous voulez, pour un autre joueur qui va tirer. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une passe décisive, mais c'est une dernière passe pour qu'un autre tire à sa place. Donc vous voyez toutes les stats, on voit que du côté de Luis Enrique, il y a un avantage dans le centre, dans la surface de réparation, donc il centre plus qu'un Armand Lorienté, qui pensera peut-être plus à sa pomme, qui n'hésitera pas lui à repiquer dans l'axe et frapper de son pied droit. Voilà, ça c'est la différence entre Luis Enrique et Armand Lorienté peut-être. Du côté de l'AMT balle vivante, donc ce que je vous ai dit, les passes, eh ben, on a plus un Luis Enrique qui est plus collectif dans son âme. Et derrière, bah, finalement, c'est à peu près tout à l'avantage de l'orienté, mis à part peut-être les chevauchés dans le dernier tiers, où c'est à peu près équilibré. Chevauchés dans les derniers tiers, c'est-à-dire dans le dernier tiers, les 60 à 90 mètres ou 70 à 100 mètres pour pratiquement la surface de réparation sur le côté. Donc on voit que tous les autres sont un avantage de l'orienté. Et n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, les amis, si vous avez envie de réagir sur la comparaison entre Luis Enrique et Armand Lorienté. Donc ça serait intéressant pour moi d'avoir un Armand Lorienté titulaire et pourquoi pas un Luis Enrique en concurrence qui, pourquoi pas, en ayant une bonne concurrence comme ça pour une fois à son bon poste, et ben pourquoi pas passe le cap chez nous s'il reste, hein, bien sûr. Moi, je vous ai dit par contre que je voudrais le voir partir par rapport aux places d'extra-communautaire, pardon. Mais s'il n'y a pas de Sanchez, parce qu'on n'en parle plus de Sanchez, s'il n'y a pas de Wang qui vient, ou d'autres joueurs encore extra-communautaires, ça ne me dérange pas. Ouais, ça ne me dérange pas que Luis Enrique reste. Hein. Voilà, on l'encouragera et on sera comme d'habitude. Voilà, ça sera un joueur de rotation. Il nous en faut quand même, il nous en faut. Certes, c'est pas le meilleur, mais il nous en faudra. Allez, j'enchaîne avec un autre joueur cette fois, avec un autre dossier très très chaud, artichaut, c'est celui de Carbonite. Accord total trouvé pour Valentin Carbonite. Il devrait se rendre à Marseille samedi pour y passer sa visite médicale, puis signer son contrat avec l'OM selon Jair Garcia Grova. Donc voilà, c'est un gros journaliste aussi espagnol si je ne me trompe pas, qui nous dit que c'est fait, ou argentin je crois, qui nous dit que c'est fait totalement, hein, que ce soit entre le club, avec le joueur et avec l'OM. Donc toutes les parties, les tripartites, accord tripartite pour ma part, donc il devrait venir samedi pour y passer sa visite médicale à Marseille. Donc on est mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, dans 3 jours. Dans 3 jours, vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que dans 3 jours, ça fait 72 heures. Et on enchaîne derrière, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes hypé maintenant par la venue de Carboni, parce qu'on va en parler, je vais vous faire une petite précision pour ceux qui sont un petit peu, pas belliqueux, mais qui regrettent un petit peu qu'on se positionne un petit peu trop longtemps sur un joueur comme ça qui n'a pas prouvé, et qu'on en investit beaucoup, et qu'on va peut-être le perdre en fin de saison, mais vous allez voir un petit peu mon avis qui se rejoint avec un tweet que je n'avais pas envie d'écrire parce que je n'ai pas la place d'écrire. Allez, je vous lis derrière l'autre information qui nous vient de Fabrizio Romano. Cela prendra quelques jours, mais le transfert de Valentin Carboni à l'OM sera bientôt scellé. Donc lui, il parle de bientôt scellé. C'était juste après. Hein. J'ai fait au scénario, hein, les amis. Hein. Je n'ai pas pris l'autre après, l'autre avant. Non, j'ai fait au scénario. Prêt d'option d'achat de 36 millions d'euros plus bonus et clause de rachat à 40 millions pour l'Inter. En plus, Carboni devrait signer un nouvel accord avec l'Inter, c'est-à-dire il devra prolonger d'une année. Il est en contrat là-bas à l'Inter en 2028 et il devra continuer jusqu'en 2029 s'il signe ce contrat. C'est une condition sine qua non. On va aller voir justement pourquoi je dis sine qua non. Et on y va tout de suite les amis, donc Fabrizio Romano qui nous répond ça. Derrière, les détails. Les détails de Matteo Moretto. L'OM et l'Inter sont en train de finaliser le deal Valentin Carboni. Détails sur l'opération de Carboni. C'était juste après, hein, Romano. Prêt payant d'environ 1 million d'euros.
Regardez les chiffres. 1 million d'euros, c'est pas excessif 1 million d'euros. C'est pas excessif les amis. Option d'achat de 36 millions d'euros. C'est-à-dire que s'il fait une super saison, ou une bonne saison, ou une moyenne saison qu'on a toujours confiance en lui et qu'on veut le recruter à 36 millions d'euros, on payera 37 millions d'euros au total à l'Inter. Derrière, l'Inter aura 40 millions pour le racheter. Mais c'est pas sûr qu'il rachète. C'est pas sûr qu'il rachète, les amis. C'est pas sûr qu'il rachète. N'oublions pas que l'Inter, en ce moment, il joue dans un schéma différent avec Inzaghi et il ne rentre pas dans ce schéma-là. Il n'a pas l'expérience peut-être pour rentrer directement dans ce schéma-là du côté de l'Inter. Donc déjà, il y a ça à prendre en compte et il y a d'autres choses qu'on va voir juste après. On y va? Comme ça, je vous réponds un petit peu à tous ceux qui sont un peu sceptiques. D'abord, on répond à d'abord encore une petite précision. C'est ce que je vous disais les 72 heures par rapport à l'équipe qui nous dit que Valentine Carboni est espéré du côté de la commanderie d'ici 72 heures. Donc ça fait 3 jours. D'ici samedi, normalement, il devrait arriver à l'OM. Il devrait signer pour le week-end. On aurait un Valentine Carboni. Samedi, il y a un match. Alors, je ne sais pas si ça peut se faire samedi, mais il y a un match. Il y a le match contre Sunderland. On est en Angleterre. Je pense qu'il peut venir à Marseille. Hein. Il y aura toujours le président Longoria qui restera peut-être à Marseille. Et il y aura peut-être que Benassia qui va se déplacer du côté de Bradford. Je crois qu'il y a le match là-bas. Donc, dans un timing idéal selon l'équipe. Il doit d'abord prolonger d'une saison avec l'Inter avant de pouvoir être prêté, condition sine qua non annoncée par l'Inter. Donc, c'est rédhibitoire. Hein. C'est-à-dire que s'il ne signe pas sa prolongation avec l'Inter, je parle de Carboni, il ne viendrait pas. Bon, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Selon le premier tweet que je vous ai montré, c'est fait totalement et il devrait arriver samedi. Là, selon l'équipe, c'est une condition encore à régler. Voilà, c'est un détail peut-être à régler, comme d'autres choses, je ne sais pas quoi. Peut-être la prime d'un joueur, et si là, on ne sait pas. Du joueur, pardon, je ne sais pas. Voilà, on enchaîne, et maintenant je vous donne mon avis. Enfin, je lis un tweet qui comporte un petit peu mon avis. Pas tout, pas 100%, mais certains points se recoupent avec le mien. Plusieurs points pour essayer de convaincre les sceptiques du cas Carboni. Voilà, pour vous les amis, pour ceux qui sont un peu sceptiques. Je ne vous critique pas, hein. Je pense que moi aussi, je suis un petit peu sceptique, au fond. Mais je reste confiant dans le sens où c'est De Zerbi qui le veut, déjà. Dans le sens où c'est un jeune joueur qui a du talent et tout le monde l'a reconnu, ce talent. Dans le sens où on a besoin d'un joueur au milieu de terrain, offensif, créateur, et lui en fait partie. On a besoin aussi d'un gaucher en plus. J'aime bien les gauchers, moi je vous l'ai dit. Hein. Et on a besoin d'autres joueurs offensifs, les amis. Donc un prêt qui ne serait pas trop cher. Finalement, si on n'y arrive pas, s'il n'y arrive pas à l'OM, eh ben on le renvoie à l'Inter. On aura payé 1 million pour un an. 1 an, 1 million. Vous savez, on peut prendre un joueur à 3-4 millions qui soit mauvais. Et derrière, on s'en débarrasse. Et on s'en débarrassera peut-être moins cher. Voilà, n'oublions pas le cas Conrad, par exemple. Conrad, on l'avait pris 3-4 millions. Mais on en est où avec lui? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne prenez pas tout ce qu'il y a au compte-gouttes, j'allais dire. Ne prenez pas tout ce qu'il y a comme information, du style l'information de l'option d'achat. Ce n'est pas une information qui est figée. Ce n'est pas une obligation d'achat. C'est une option d'achat. Il n'y a pas d'obligation de payer la clause. Hein. L'option d'achat, si on ne veut pas la payer en fin de saison, eh ben on ne la paye pas. Alors, je vous lis le truc. Espoir important de la scène foot européenne, je viens de vous le parler. C'est un petit salaire, ça aussi, c'est un petit salaire. Je vous le montre vite fait, regardez, hop, j'avais préparé la page. Vous voyez, salaire mensuel de 125 000 € par mois, hors bonus, bien sûr. Hors bonus, du côté de l'Inter. Donc, bien sûr, s'il vient à l'OM, c'est un transfert, il change de club, il va demander probablement plus. Mais s'il passe de 125 000 à 160, 170, 175, 200 000 maximum, c'est déjà large. Je ne pense pas qu'il monte au-dessus des 200 000, à moins que je me trompe, à moins qu'on passe à 400 000. Là, ça me dérangerait un petit peu. Ça me dérangerait un petit peu parce qu'au bout du compte, 400 000 fois 12, fois 10, ça ferait 4 millions. Allez, je vous lis la suite. C'est un petit salaire à avoir un meneur international de jeu à moins de 200 000 € par mois. C'est de la folie. Profil validé par De Zerbi, j'en ai parlé. Exposition limitée avec la Ligue 1 uniquement. Quand bien même il explose, les retombées resteront limitées et sa visibilité aussi. Ouais, il veut dire qu'en fait que l'OM ne fait pas de Coupe d'Europe, donc il n'y aura pas d'autres clubs européens qui voudront l'acheter derrière. Voilà. Parce que s'il y en a un autre club qui veut l'acheter, eh ben, ils vont se proposer à l'acheter. L'Inter va racheter 40 millions le joueur. Et ils vont le revendre directement au club qu'ils voulaient. Par exemple, imaginons la chose. Il fait une grosse saison chez nous. On l'achète, 37 millions au total. L'Inter, ils savent qu'il y a Manchester United qui veulent l'acheter. Et ils veulent l'acheter au moins 60 millions. L'Inter, il rachète 40 millions à l'OM. Et ils le revendent 60 millions à Manchester United. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que le fait qu'il parle du rayonnement du joueur, le fait que la visibilité, elle est restreinte, c'est un dossier, un point important à souligner.
La dernière fois que l'Inter a mis plus de 30 millions d'euros dans un transfert, c'était en 2020 pour Hakimi et Barella. Pas du tout la politique d'Oactri. Donc Oactri, c'est les actionnaires du club, je crois. Et apparemment, leur nouvelle politique à l'Inter, c'est de ne pas trop investir dans le recrutement, dans le mercato. Donc 30 millions d'euros, c'est le max qu'ils nous ont mis dernièrement depuis 2020. Est-ce que ça, c'est à prendre en compte? Moi, je vais vous dire, ça, c'est un point pour moi que je suis un petit peu, pas contre, mais pas à 100% d'accord. Parce que le club, s'il voit qu'il fait une grosse saison et que l'OM lève l'option, derrière, ils peuvent le racheter tout de suite. 40 millions, je pense que l'Inter a les moyens d'investir 40 millions. Faut pas déconner non plus. L'Inter, c'est un gros club européen. Je pense qu'ils peuvent le faire. Voilà, ils vendraient un autre joueur et ils prendraient le joueur. Ça, c'est pas un problème pour eux. À mon avis, c'est un point, peut-être le point le moins précis qu'il faut mettre en avant. Après, je lis la suite. À peu près, certain qu'Inzaghi ne pourra jamais lui trouver une place dans son 3-5-2. C'est ce que je vous disais juste avant. Ça, je le savais. L'option d'achat n'est pas obligatoire, je vous l'ai précisé. Par conséquent, donc là il détaille, si tu le recrutes, que tu décides de lever l'option, l'Inter doit se positionner immédiatement s'ils veulent une opération presque blanche comptablement. C'est-à-dire qu'ils recruteraient à 40 millions, ils l'ont vendu 37, ils vont investir que 3 millions finalement. Même pas parce que... Oui, à peu près, 3 millions. 34 matchs, 40 tout au plus, la Ligue 1 plus la Coupe de France, ce sera sans doute trop peu pour les pousser à se positionner de suite. Je ne pense pas. Je pense que ça aussi, c'est un point où je ne suis pas d'accord. Je pense que sur 40 matchs, ils peuvent se mettre d'accord et voir à le reprendre. Si tu le recrutes et qu'il fait 2 ans, que l'Inter se réveille avant qu'il dégaine 40 millions, c'est que le joueur t'aura apporté une plus-value sportive dingue. Alors peut-être pas dingue, mais s'il fait une saison qu'on le recrute et que derrière, la deuxième saison, il fait une super saison aussi, c'est vrai qu'on va apporter, ça va nous apporter sportivement. Alors je dis pas dinguement, mais ça peut nous apporter sportivement, il a raison. Et derrière, le club va peut-être mettre les 40 millions. Et si c'est un flop, tu n'as aucun préjudice financier, mis à part les 1 million de prêts et son petit salaire, comme je vous l'ai dit. Sans compter que sportivement et dans le contexte de Derby, ce gamin va s'éclater. Voilà plus ou moins mon avis, plus détaillé peut-être que ce que je voulais vous dire. Mais je suis presque d'accord avec ce qu'il a dit. Allez, j'enchaîne avec autre chose les amis, maintenant avec un autre trade, cette fois d'une autre personne pour les gardiens. Alors les gardiens, on a vu, on peut préciser d'abord que pour Paul Lopez, hop, Paul Lopez, bien sûr, il est sur le départ. Et je vous précise une chose, du côté de la Provence, ils nous ont écrit ça. Sur le deal capoté de Lopez, vers Com, voilà, ça a capoté parce qu'il avait demandé de l'argent, parce qu'il avait un gros salaire ici et là, l'OM aurait accepté la demande d'argent du gardien par rapport au manque qu'il aurait financièrement, point de vue salaire. J'avais pas la place de tout marquer, c'est pour ça que j'ai mis que ça. Donc, ils auraient accepté la demande d'argent supplémentaire à Paul Lopez. Paul Lopez, il est venu le voir avec son agent. Il est venu voir Benassia, le tandem Benassia et Longoria. Il est venu les voir. Il leur a dit je pourrais avoir une petite enveloppe pour compenser un petit peu mon manque de salaire du côté de Com. Et du côté du club, on leur a dit oui. Par contre, uniquement s'il y a un transfert définitif en fin de saison. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont dit du côté du club. L'épisode, quand même, a laissé des traces puisque ça a capoté. Voilà, on est rancunier du côté de l'OM. Où l'on promet que Lopez, quoi qu'il advienne, ne portera plus jamais le maillot olympien. Vous voyez là? Donc c'est marqué dans la Provence, c'est pas moi. Moi, si vous voulez pas me croire, moi je le sais, je l'ai lu et tout. Voilà, c'est bon, pour ceux qui ne croient pas. Voilà, donc il ne portera plus jamais le maillot olympien. Donc là, vous voyez, il n'est pas content, il est triste. C'est pour ça que j'ai mis cette photo là, voilà. Donc t'es pas content, mais c'est ta faute. Fallait pas demander de l'argent. Voilà, et là, ils l'ont accepté. Maintenant, il est énervé, Longoria. Benassia, vous voyez, il a les yeux tueurs. Et Longoria, il rigole un petit peu jaune. Voilà. Voilà pour le dossier du gardien. Et on revient sur le trade. Allez, je vais vous préciser un petit trade qui est assez précis, concis pour le poste à pourvoir de gardien. Et il y a quelques pistes intéressantes. Vous allez me donner votre gardien que vous choisirez si vous devez choisir un gardien parmi les 6 que je vais vous montrer. Alors, l'OM cherche un gardien titulaire à la place de Paul Lopez. Les qualités recherchées, alors je vous mets en bleu comme ça, vous savez où j'en suis, sont le jeu au pied, la qualité de relance et l'aisance à jouer haut. Alors, focus sur plusieurs pistes d'attaque compatibles que je vous propose juste en dessous, nous dit Sharp. Merci à Sharp. Allez, je vous lis le premier. Tchac. D'abord, merde. Tout d'abord, la précision. J'ai choisi 5 datas qui peuvent représenter les qualités recherchées, toutes par 90 minutes, donc pour un match. Ok, le taux de réussite des passes courtes, de 4,57 m à 13,71 m, des petites passes, voilà, très courtes, avec le défenseur qui viendrait bien bas. Le taux de réussite des passes moyennes, 13 m à 27 m. Le taux de réussite passes longues, donc les longs dégâts un peu plus longs, plus de 30 mètres pratiquement. Le nombre d'actions défensives en dehors de sa surface de réparation, c'est-à-dire que quand il sort de sa surface de réparation, il va peut-être tacler, faire une passe ou ci et là, une action.
une action en dehors de sa surface, le nombre de ballons touchés dans le tiers du milieu de terrain. C'est-à-dire dans la partie du 0 mètre à 30-35 mètres environ. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il sort de sa surface, il peut aller très loin. Précision importante, les joueurs sont issus du top 5 championnat sauf un. Il y a un joueur qui est dans le championnat portugais, je vous précise, mais qu'il me tenait à cœur de vous proposer. Ils comptabilisent tous au moins 25 matchs complets joués, sont âgés de 26 ans au moins et sont valorisés à un maximum 18 millions d'euros. Donc c'est dans nos cordes. Vous voyez? Ainsi, pour chaque joueur, vous aurez son chiffre pour chaque data. Passons maintenant au vif du sujet. Allez, on y va. Le premier, c'est lui. Alors, Antonio Silveira. Alors moi, je ne vous cache pas que je ne connaissais pas. 26 ans, 6 millions à Alaves. Voilà, c'est pas cher, hein, 6 millions d'euros. 100% de passes courtes réussites. Donc, il est très précis dans le jeu court. Voilà, quand il doit faire une petite passe, il est très, très précis. 98,6% passes médium réussites. Donc, il est très précis dans les passes moyennes. C'est déjà pas mal. 42%, là, ça descend, bien sûr, c'est les dégagements. Sur les passes longues réussies. 42,9. 0,9 d'action défensive en dehors de sa surface, en moyenne. Et 0,8 ballons touchés dans le tiers du milieu de terrain, en moyenne. Voilà, les amis. Donc, retenez bien les chiffres et donnez-moi votre gardien que vous préférez. Si vous n'êtes pas sûr, vous revenez en arrière sur la vidéo et vous re-regardez les chiffres. Je ne vais pas revenir à chaque fois pour vous, les amis. Allez, on passe sur le deuxième gardien, le gardien de l'Atalanta. C'est un peu plus cher. Marco Carnesecchi qui a 24 ans, 16 millions, le gardien de l'Atalanta. 97,3% de passes courtes réussies, c'est très très intéressant. 97% de passes médium réussies. Pour l'instant, les deux premiers gardiens ont un très haut pourcentage aux passes médium et courtes. 48%, c'est un peu supérieur au premier, si je ne me trompe pas, de passes longues réussies sur les dégagements. 1,4 d'action défensive en dehors de sa surface. Ça peut être intéressant pour le jeu de Zerbi parce qu'il cherche des gardiens qui sortent de sa surface. Donc là, il sort beaucoup de sa surface. 0 ballon touché, par contre, dans le tiers du milieu de terrain, les amis, en moyenne. Bon, là c'est très très bas. Et on enchaîne derrière. Retenez bien, revenez sur la page. Un gardien, vous connaissez, je le connais, c'est Guillaume Rest. 19 ans, 18 millions de valeur. Transfermarkt, c'est le plus cher. Joueur de Toulouse, 99,4 de passes courtes réussies, 97,4 de passes médium, 41,8% de passes longues réussies. Pour l'instant, c'est le plus bas, si je ne me trompe pas. C'est très proche du premier, mais c'est très bas. C'est le plus bas. 0,5 d'action défensive en dehors de sa surface moyenne, donc il sort pas énormément finalement. 0,2 ballons touchés dans le tiers du milieu de terrain. Donc c'est pas un gardien qui sera peut-être comptabilisé comme gardien qui peut convenir à Roberto De Zerbi. Cela dit, il est très jeune, c'est des gardiens jeunes. Ils sont malléables, ils sont modulables, modifiables, comme il dirait du côté de l'OM et de l'équipe, je crois qu'ils avaient relis ça. Donc du côté de l'OM, on cherche un gardien qui soit modelable. Donc peut-être que Roberto De Zerbi, en prenant un jeune gardien comme Guillaume Rest ou les autres avant, ça peut matcher aussi. Donc prenez pas tout ce qu'il y a marqué sur les datas, prenez tout en compte bien sûr avec l'âge et ci et là. Là il parle français, c'est un avantage, je le prends toujours en compte. Allez, on enchaîne avec un gardien cette fois allemand, je ne connaissais pas, il s'appelle Noah Akubolu. 21 ans, 10 millions de valeur Transfermarkt avec Fribourg, il joue à Fribourg. D'ailleurs on va aller à Fribourg, il me semble. Non, c'est Augsbourg, on va jouer à Augsbourg, pardon. 98,8% de passes courtes, réussite, 98,7% de passes médium, 46,3% de passes longues, c'est le deuxième dans les chiffres, je crois. Ou peut-être le premier, je ne m'en rappelle plus, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, 0,9 actions défensives en dehors de sa surface, et un peu plus que Guillaume Rest, je crois. Et 0,6 ballons touchés dans le tiers de millions de terrain en moyenne. Donc ce gardien-là est très jeune aussi, 21 ans. Modulable, modifiable, comme vous voulez l'entendre. Et il a 10 millions de valeur Transfermarkt, un peu plus bas que Guillaume Rest. Mais des avantages, il ne parle pas français. Voilà, moi je prends un petit peu tout en compte. Je ne vais pas vous détailler tous les paramètres à prendre en compte, bien sûr. Il y en a d'autres. Et le dernier, on va voir le sixième, je crois, si je ne me trompe pas. Bam! Le gardien que certains m'ont proposé, n'est-ce pas, Razmed? Si c'est toi, n'oubliez pas. Cinquième joueur, celui qui me tenait à cœur quand même à vous présenter. Luiz Junior, 23 ans, 6 millions de valeur Transfermarkt. Du côté de Famalicão au Portugal, il est brésilien de sa nationalité, si je ne me trompe pas. Alors peut-être l'extra-communautaire aussi. 100% de passes courtes réussies, 98,5% de passes médium réussies, 51,4% de passes longues, donc sur les dégagements c'est le plus fort pour l'instant, il est plus que la moyenne, 1,5 actions défensives en dehors de sa surface, c'est le plus fort je crois aussi, peut-être il y avait un Carnesecchi aussi, le deuxième de l'Atalanta, je ne sais plus combien il était, 0,3 ballons touchés dans le tiers du milieu de terrain, c'est plus bas, mais en tout cas c'est le gardien peut-être qu'on doit viser, peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Voilà, donc moi, si je regarde les chiffres, je pense que celui-là, ça peut se juger entre celui-là et moi, l'avantage de Guillaume Rest qui parle français, c'est un avantage aussi.
Mais après, il y a aussi l'extra-communautaire. Est-ce qu'il est extra-communautaire ce joueur? Je ne sais pas. Bah tiens, vous savez ce qu'on va faire? On va se renseigner juste pour ce joueur. Voilà, je ne vais pas m'emmerder. Donc il s'appelle Louise Junior. On y va tout de suite. Voilà, on y va. Family KO. Et il est portugais. C'est impeccable, les amis. Double nationalité, impeccable. 1m92, voilà, il est né à Picos. Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, c'est impeccable. C'est impeccable. Par contre, il parle pas français. Peut-être qu'il parle français. Je peux me tromper, mais peut-être qu'il a de la famille française. Voilà pour le trade des gardiens. N'hésitez pas à réagir, les amis. Je reviens. Donc, ce dernier gardien. Choisissez votre gardien. Mettez-moi votre nom de gardien dans les commentaires. On enchaîne derrière. Donc, Paul Lopez, on a vu. On enchaîne derrière avec petite information qui n'a rien à voir, une anecdote. Comme Aubameyang, Faris Moumbagna donc, a reçu le caisson hyper bar de Vitaris à la maison pour l'oxygénation. Pardon. L'oxygénation? Oxygénation? Ça se dit oxygénation? Oxygénération? Non. Je sais plus. Bon, bref. Oxygénation. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je le dis. Voilà, donc du côté de Faris Moumbagna, on essaye de se transformer en Aubameyang. Ça va être difficile, les amis. La technique ne se fait pas comme ça. J'espère que ça lui fera du bien. Voilà, la condition physique, peut-être qu'il est un petit peu court en ce moment. Voilà, faut le soutenir, les amis. Voilà, faut pas non plus le descendre à 100%. Faut attendre un petit peu que cette condition physique soit optimale pour lui. Peut-être que c'est un joueur plus lourd que d'autres et peut-être qu'il a besoin de plus de temps. Voilà, ça aussi, il faut prendre en compte. Moumbagna, je vais te soutenir quand même le début de saison. Et au bout d'un moment, je vais craquer, bien sûr. Allez, les amis, en craquant, est-ce que vous allez craquer pour ce maillot? Allez, le maillot Third de l'OM est sorti dans une boutique, dans la boutique de l'OM, je crois, si je ne me trompe pas. Je reconnais plus ou moins les choses, comment ils sont placés. Mais il n'est pas sur la boutique de l'OM officielle sur le site. Je ne crois pas que je l'ai vu. J'ai regardé dernièrement, il n'y était pas. Le maillot Third de l'OM, saison 2024-25, votre note sur 10. Et je vous demande votre note sur 10 dans les commentaires, les amis. Combien vous lui donnez? Alors là, il est plus visible. Et il fait toujours aussi flashy. Mais peut-être que sur un joueur, ça passerait bien. Sur moi aussi, peut-être, si vous me l'offrez dans les commentaires. N'hésitez pas à me l'offrir. Je sais pas, mais ma note au début était à 0,3 sur 10. J'ai envie de lui mettre 5. Pourquoi 5? Voilà. Pourquoi 5? C'est parce que, bien sûr, c'est un maillot de l'OM. Et tous les maillots de l'OM, on doit donner une moyenne. Voilà. Même s'il est dégueulasse, il doit avoir 5. Les amis, donnez-moi votre note, les amis, et on va voir un autre point précis, c'est sur l'équipe qui s'est constituée avec la dernière rumeur que j'ai rajoutée, c'est Armand Lorienté à 10 millions d'euros. Vous avez toutes les sommes indiquées de toutes les valeurs Transfermarkt sur les joueurs. Donc on a aussi la rumeur Wellenreuter, pour l'instant c'est qu'une rumeur, qui a bien marqué en orange. Carboni, c'est presque une information, c'est presque fait. Et pareil pour Nketiah, information presque fait. Voilà, donc on a tous les joueurs en place. On voit que la somme totale, c'est à 162 millions d'euros pour l'équipe entière. On rajoute 2 millions d'euros si Enrique est remplaçant et que ce soit Lorienté qui prend sa place. Ça nous fait 164 millions d'euros pour la valeur du 11 probable, possible pour ce début de saison, pour l'instant où on en est. On voit que ça fait une belle équipe quand même, hein. Dites-moi si ça vous hype cette équipe-là. Donc on va l'énumérer. Donc Wellenreuter pour le gardien, c'est une rumeur. Balerdi en défense à côté de Brassier. Merlin à gauche, Ben Momaité pour l'instant en arrière droit, parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui revient dessus. Il y avait Sildia, on pouvait le rajouter, mais on va dire que c'est un peu lointain, puisque ce n'est pas une prise prioritaire, n'oublions pas. Du côté de l'équipe, ils avaient dit ça. Je ne sais pas s'ils se trompent, hein, mais en tout cas, ce n'est pas prioritaire, selon eux. Dondil pour Ismaël Koné à 11 millions. Hochberg à 18 millions. Carboni en milieu offensif, créateur numéro 10, si on veut l'appeler comme ça, à 15 millions d'euros. Enrique à gauche à 8 millions d'euros pour l'instant. Peut-être l'orienter à 10 millions, ça serait pas mal. Greenwood à droite pour 25 millions d'euros. Et Nketiah, ils disent 30 millions d'euros, mais je pense que ça sera moins de 30 millions d'euros. Peut-être que ça va tourner entre 20 et 25, peut-être 25 maximum pour l'OM. Voilà les amis, où nous en sommes. N'hésitez pas à me dire si à vous hype cette équipe. Et on va regarder le dernier tweet du dernier moment. Ça, je l'ai vu tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Ça, c'était pour prendre la photo. J'avais oublié de prendre la photo. Et on rafraîchit la page, plus ou moins. Voilà, donc on regarde. Quel gâchis. En parlant de... Oui, je pense que c'est Iki Fernandez. J'envoie ce com. C'est qui ça? Fabrizio Romani Comok. Nicomouk. J'envoie ce com pour me voir dans ta vidéo ce matin. Je vais liker, bien sûr. Passe-moi le coucou dans ta vidéo. Bah voilà, Fabrizio Nicomouk. Romani Comouk, je ne l'avais pas vu. Je n'avais pas fait attention. Il a fait exprès cet enfoiré. Merci à toi. Voilà, un petit salut, petit coucou à toi. Donc, il est con. Voilà, donc j'ai fait un petit coucou.
C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas un double compte, puisqu'il a été envoyé pendant la vidéo. Je descends un petit peu, il n'y a rien d'autre à voir, rien d'autre à voir, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Vous savez ce qu'on va faire? On va regarder le vrai Fabrizio, enfoiré de Nicomouk, et on va regarder ce qu'il a mis dernièrement, je l'ai vu tout à l'heure, donc je l'ai vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il nous dit là, dans sa vidéo? Osimhen, on s'en fout, c'est pas chez nous, voilà. Donc c'est bon, il n'y a plus rien à voir. Je rafraîchis encore la page. Il va la voir dans quelques minutes, la vidéo, parce que je vais la poster. Les amis, merci encore. Voilà, le soutien, comme d'habitude, de la chaîne qui passe par là. Le petit like, le petit abonnement, la petite cloche, le petit commentaire, le partage. C'est très important, le partage aussi. Ça fait partie du plus important du référencement. Ça, je viens de l'apprendre par un autre créateur YouTubesque. Voilà, les amis, donc partagez si ça vous plaît, que vous fassiez connaître ma chaîne. Ça serait très important pour qu'on monte de plus en plus. On se rapproche tout doucement des 17 000, 18 000, je sais plus combien. Bon, bref, on s'en fout. Plus on est de nombre, plus on est de monde, pardon, plus on brille. Et là, bientôt, sur les lives, si on est encore autant nombreux, ça sera bien marrant. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée de mercredi. Je travaille ce soir, peut-être une vidéo s'il y a quelque chose de concret dans la fin d'après-midi. Sinon, on se retrouve, comme d'habitude, tous les matins pour le petit numéro de chez Seb. Vive le foot chez Seb Foot. Et surtout, les amis, qu'est-ce qu'on dit? Alléluia! Ciao, ciao, ciao.